je vais essayer de vous donner un cadre général sur cette ville. Vous verrez, j'ai appelé ma conférence Venise, ville-monde. Donc en même temps sur une ville qui effectivement, comme cela a été rappelé, est une ville au carrefour de différents mondes, de la Méditerranée occidentale et de la Méditerranée orientale en particulier. Donc vous rendre compte de cette expérience effectivement internationale, singulière, d'intermédiaire méditerranéen qui a été Venise. Et puis vous allez le voir, je vais essayer de mettre un accent particulier sur ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire la société vénitienne. Je suis une historienne effectivement de la fin du Moyen-Âge, du début de l'époque moderne. J'étudie Venise au XVe et XVIe siècle. Et ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est d'étudier la société vénitienne. J'ai fait des travaux en particulier sur le peuple. Vous verrez, j'aurai l'occasion de revenir un peu sur cette question-là. Sur les pratiques politiques des habitants de Venise et en particulier du peuple. Donc, puisque Venise est une ville bien connue, dont l'histoire est aussi connue, peut-être que j'imagine, beaucoup d'entre vous y sont allés, ou beaucoup d'entre vous ont lu des livres sur Venise, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous proposer une conférence qui, en même temps, vous entraîne dans les rues de Venise et vous oblige à vous imaginer tous ces gens qui ont habité la ville et qui ont fait ce qu'elle a été. Donc, je vais essayer d'ancrer mon propos dans une histoire sociale de Venise qui insiste sur ce que les hommes et les femmes qui ont habité la ville depuis les tout débuts du Moyen-Âge jusqu'à la période qui m'intéresse, comment ils ont contribué justement à faire de Venise ce qu'elle est. Alors pour cela, j'ai fait le choix, vous allez le voir, de faire ma conférence autour de 3 points. Le premier qui vise surtout à introduire aussi les autres intervenants de la journée. Puisque vous allez parler de la lagune de Venise, j'avais envie de revenir justement sur les origines historiques de cette lagune. Et vous allez voir dans un premier temps, on va aller voir comment parler de Venise, c'est nécessairement aussi parler de la lagune. Dans un deuxième temps, je me déplacerai de l'histoire environnementale vers l'histoire économique pour essayer de réfléchir à la façon dont Venise est devenue ce centre économique international au cours du Moyen-Âge. Vous allez le voir, effectivement, une toute petite ville, si vous y pensez, qui devient l'une des plus grandes puissances méditerranéennes. Ce qui est effectivement assez exceptionnel si on y pense. Une ville qui peut concurrencer des royaumes comme le royaume de France, le royaume d'Angleterre, dans les échanges internationaux, à une époque où, effectivement, elle reste une petite ville peuplée d'environ 100 000 habitants. Donc ça sera mon deuxième point. Et dans un troisième temps, on ira voir ce que signifie pour Venise elle-même être justement une capitale d'une économie méditerranéenne, avant d'être mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire pour la ville elle-même? Et là, on passera à l'histoire sociale. On essaiera justement de se poser la question ensemble de qu'est-ce que ça veut dire être un Vénitien et qu'est-ce que ça veut dire être étranger dans une ville comme celle-là. Et qui est une question qui évidemment résonnera, j'imagine, avec aussi les autres conférences dans le cycle, c'est-à-dire une question qui traverse beaucoup des recherches, des gens qui travaillent sur ces villes-mondes, ces villes méditerranéennes. Alors, je vais lancer le diaporama de façon à pouvoir illustrer mon propos. Voilà. Donc, effectivement, j'ai appelé cette conférence Venise Ville-Monde pour pouvoir justement m'intéresser à ces différents aspects de cette ville commerciale. Alors, voilà ce à quoi ressemble Venise aujourd'hui, et je vous montrerai un peu plus tard une représentation de Venise en 1500, une gravure assez célèbre de Venise en 1500, où vous verrez que la ville n'a pas changé. La configuration urbaine de Venise aujourd'hui est celle qu'elle avait atteint à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire que Venise est constituée de multiples petits îlots qui ont été progressivement intégrés à un ensemble urbain général qui a cette forme d'un poisson, hein, avec, vous reconnaissez au milieu, ce grand canal qui traverse la ville en deux. Et donc, avant d'être cette ville, Venise est effectivement un ensemble de petits îlots au milieu d'une lagune. Ça sera donc mon premier développement. Donc vous avez sur la gauche une image satellite de l'Adriatique. Je vous rappelle que la lagune de Venise est ici, au nord de l'Adriatique. Et vous avez ici aussi une image satellite de la lagune de Venise où vous reconnaissez ce poisson au milieu de la lagune. Et vous voyez bien comment ce n'est qu'une île. Donc là, vous avez l'île de Venise, et puis vous voyez les autres îles que peut-être vous avez visitées, Murano, Torcello, elles sont au nord ici de la lagune. Alors aujourd'hui, la lagune de Venise, vous y reviendrez sans doute dans la journée, fait partie du patrimoine de l'UNESCO au même titre que Venise. Vous voyez, c'est un immense ensemble qui est en fait un ensemble très hétérogène, c'est-à-dire que vous avez quelques îles, dont évidemment Venise, donc des terres, et ça représente seulement 8% de cet immense espace. Pour vous donner une idée, la lagune de Venise, c'est 4 fois le bassin d'Arcachon. Donc vous voyez, c'est quand même une étendue très très vaste, c'est plus de 500 km². 8% environ sont occupés par les terres, 10% environ par des canaux,
Et en fait, le reste, c'est-à-dire 80%, est occupé par une espèce de plaines boueuses, donc qui ne sont pas suffisamment solides pour pouvoir être construites. Enfin, aujourd'hui, les étendues urbaines ont fini d'être construites, donc ces plaines boueuses, ces marais, où vous avez en fait un mélange entre des eaux douces et des eaux salées, et souvent ces plaines sont aussi des plaines artificielles qui ont été constituées au fil des ans par les rejets industriels au 19e et au 20e siècle, et puis avant aussi les rejets de production du verre, par exemple, à Murano. Vous avez tout autour de Murano, vous avez des plaines qui se sont constituées au 19e et au 20e siècle, au moment où l'architecture du verre se renforce. Donc la lagune de Venise est reliée à la mer Adriatique par en particulier ce que les Vénitiens appellent des bouches de port, les bocche di porto, et c'est vraiment intéressant parce que c'est ces bouches de port qui permettent évidemment au Moyen-Âge aux navires de rentrer et sortir de la lagune, mais c'est aussi un espace extrêmement important d'un point de vue naturel, puisque c'est là que les échanges entre la lagune fermée ou semi-fermée et la mer Adriatique ont lieu, grâce aux marées. L'Adriatique est une des rares mers en Méditerranée à avoir vraiment un système de marées, un système de marées astronomiques et météorologiques, c'est-à-dire astronomiques comme on connaît sur les côtes atlantiques par exemple, et météorologiques dans le sens où l'Adriatique subit très souvent donc, soit des tempêtes et un flux de vent du sud qu'on appelle le scirocco qui va pousser la mer à l'intérieur de la lagune, et au contraire des vents du nord qui peuvent la vider. Donc là vous voyez justement cet espace de passage, vous y reviendrez je suis sûre cet après-midi, avec en particulier, vous le savez, le problème que posent ces entrées de la mer Adriatique qui sont doubles. Alors celui qu'on appelle l'aqua bassa, donc parfois la lagune peut s'assécher complètement, et là vous avez un exemple d'aqua bassa il y a 2 ans pendant l'été où les canaux se vident de leur eau, et donc qui rend impraticable finalement la navigation, et vous voyez à quel point les canaux sont peu profonds. Et puis, évidemment, ce qui est bien plus connu, l'acqua alta, cette fameuse eau haute qui envahit Venise et qui détruit la cité petit à petit. Alors, l'acqua alta existait déjà au Moyen-Âge. On a énormément de témoignages de cette aqua alta, mais ce qu'on sait, c'est qu'avec le réchauffement climatique, avec l'industrialisation de la lagune, au cours du XXe et du XXIe siècle, ce phénomène d'aqua alta se multiplie. Il y a aujourd'hui quasiment un tiers de l'année où la place Saint-Marc est sous l'eau, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, il faut imaginer un paysage comme celui-ci, qui sont des photos actuelles, et c'est ça qui est assez touchant quand on visite la lagune de Venise, c'est qu'on a souvent cette impression qu'on pourrait remonter le temps, c'est-à-dire que le paysage naturel de la lagune, en dehors des zones industrielles qui ont été construites au cours du 19 et surtout 20e siècle, le paysage actuel de la lagune ressemble à ce qu'il était au 5e, 6e siècle, avec, vous voyez, ces îlots de boue qu'on appelle en vénitien les barènes, ou une barena, une zone de barena qui mélange en même temps effectivement de la boue, des marais, une eau saumâtre, donc mi-douce, mi-salée, qu'on peut partiellement cultiver. Il y a en particulier autour de l'île de Sant'Erasmo un miel de barène qui est vraiment très bon, qui n'est pas facile à trouver parce qu'il y a une production très limitée. Mais donc vous voyez, et Venise avant Venise, imaginez Rialto avant Rialto, c'était ça. Avec en plus des soubassements de pierres plus solides qui permettaient aux habitants de progressivement construire des îlots de boue, même si tout au long du Moyen-Âge, ce que vont faire les Vénitiens, c'est les consolider avec des troncs sous la ville de Venise. Vous avez plus de 1 million d'arbres qui sont venus consolider ces îlots de boue. Et donc au milieu de ces îlots, vous avez des canaux de navigation qui sont marqués par ces fameuses bricole qui sont, en français on appelle ça un duc d'Albe, donc vous voyez ces pilotis en fait qui marquent les canaux de navigation, parce que ici, vous avez une carte des canaux de navigation dans la lagune. En fait, il ne faut pas imaginer qu'on peut naviguer partout dans la lagune. Comme je l'ai dit, beaucoup, c'est plutôt des marais ou des mélanges de terre et de boue et d'eau qui font qu'en réalité, les fonds sont très bas. La plupart des canaux font moins de 2 mètres de profondeur. Donc, en fait, il faut très bien les connaître pour pouvoir naviguer à l'intérieur de la lagune et dans ce réseau de canaux naturels. Au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, Venise n'existe pas encore. Voilà une représentation de Venise en
1500, donc à la fin du Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant, c'est que Venise en elle-même, ce que vous avez là, la ville que vous voyez là, elle a été construite entre le 9e siècle et le 15e siècle. Donc Venise à la fin du 15e siècle, ça c'est une représentation, c'est une gravure dont les originaux sont au musée Correr à Venise. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la représentation en vol d'oiseau de la ville de Venise en 1500. Vous voyez qu'elle ressemble énormément à l'image satellite que je vous ai montrée tout à l'heure. On est en 1500, Jacopo de Barbari est un graveur, un artiste qui va travailler avec un imprimeur de Venise pour réaliser cette immense représentation, carte ou vue de Venise. La ville telle que vous la voyez là, elle a été construite en environ 6 ou 7 siècles. La ville n'a pas d'origine romaine, mais la lagune a une origine romaine. C'est-à-dire qu'on sait, on fouille régulièrement, en particulier Altino, qui est au nord-est de Venise, qui sont des espaces qui sont peuplés à l'époque romaine. Il y a autour de la lagune de grands centres portuaires, et on trouve aujourd'hui, en fouillant, de nombreuses traces de cet héritage antique, tout autour de la lagune, dans les rives. Et à l'époque romaine, en fait, c'est la région tout entière qui est appelée Venise. Venise, c'est une immense région, mais dans laquelle on a peu de traces de véritable peuplement. On a des sources littéraires qui nous parle de la lagune. Vitruve, au 1er siècle avant notre ère, parle d'une lagune au climat très salubre. Pline l'Ancien, lui-même, au 1er siècle après, parle des canaux artificiels qui traversent la lagune et qui permettent la navigation. Donc on a ces témoignages. Mais en réalité, jusqu'au 5e siècle, on pense qu'il y a une population plus ou moins stable. Et c'est à partir du 5e et du 6e siècle que la lagune commence à être peuplée. Ces fameux îlots voient des habitants commencer à s'y avancer, à une époque où Venise appartient à l'Empire byzantin. Dans la chronologie du Moyen-Âge, on dit que le Moyen-Âge naît au moment où l'Empire romain disparaît. L'Empire romain d'Occident disparaît en 476, mais l'Empire romain perdure jusqu'à la fin du Moyen-Âge en Orient avec l'Empire byzantin. Et donc l'Empire byzantin s'étend sur une partie de la Méditerranée, et Venise reste un des avant-postes militaires de Byzance en Occident. Et c'est pour ça que vous avez toute cette tradition grecque à Venise, en particulier avec la basilique Saint-Marc. Donc il faut imaginer que vers le 6e siècle, quand Venise est cet avant-poste byzantin, vous avez des habitants qui habitent dans la lagune. Alors ici, c'est un tableau de Carpaccio qui date du 15e siècle, mais qui représente ces fameux casoni, ces maisons de paille, qu'on retrouve encore, vous les voyez ici, dans une scène. Carpaccio représente une scène de chasse aux oiseaux dans la lagune, et il représente ces casoni qu'on retrouve encore aujourd'hui dans un habitat traditionnel qui a perduré sur les rives de la lagune, soit qui a été reconstruit aussi dans une tentative archéologique, d'histoire archéologique, pour essayer de montrer justement comment ce genre d'habitat était constitué. Et au VIe siècle, il faut imaginer des Vénitiens qui habitent dans ces casoni, qui vivent de la pêche, comme encore aujourd'hui traditionnellement, avec des techniques de pêche dans la lagune qui sont les mêmes, qui ont peu évolué depuis le Moyen-Âge. Alors, on a un témoignage très, très important et très connu qui date du VIe siècle, des années 530. Dans les années 530, un représentant, un fonctionnaire romain décrit la lagune de Venise, et c'est une description qui est très célèbre, dans laquelle justement il dit que les habitants de la ville vivent sur l'eau. Ils vivent sur l'eau, ils vivent comme des oiseaux. Donc il décrit en même temps la pêche, l'exploitation des salines. Et donc là, on en vient à une des activités économiques qui va permettre à Venise de devenir une importante cité. C'est l'exploitation des salines, l'exploitation du sel, l'exploitation de la pêche, de la chasse des oiseaux. Et donc je cite ce haut fonctionnaire qui s'appelle Cassiodore et qui dit « Ici, votre maison est faite comme celle des oiseaux aquatiques, car ce qui maintenant est terre, parfois paraît île, au point que l'on croit tout à fait être aux Cyclades, donc en Grèce, là où brusquement l'on revoit inchangé l'aspect des lieux. Cette grande ressemblance fait apparaître dispersées par ces plaines liquides, étendues sur une si grande longueur, des habitations qu'a produites la nature, donc ces fameux casoni, mais confondées les soins des hommes. En effet, par le tressage de joncs flexibles, on consolide là le terrain et l'on ne doute pas d'opposer aux flots marins une si fragile défense. Donc déjà, on consolide les sols grâce à des flots tressés, grâce aussi à l'ajout de céramique, de déchets. C'est très intéressant, au Moyen-Âge, on ne jette pas en fait, on a très peu de déchets et les déchets sont utilisés pour consolider les sols, c'est vrai dans la lagune comme c'est vrai ailleurs. Et Cassiodore finit par décrire une chose qui va devenir un des poncifs de l'histoire vénitienne.
Il parle de la barque qui attend devant la porte de chaque maison les habitants au lieu du cheval. Et effectivement, dans la culture vénitienne, jusqu'à la fin de la République, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, enfin même jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement l'équivalent que vous avez avec l'absence de voiture, Venise est une des rares cités où il n'y a pas de chevaux. Et donc, le statut social des nobles ne passe pas par, justement, la possession d'un cheval, par la chevalerie, par tous les usages liés au rapport que les hommes et les chevaux ont pu entretenir, ce qui est une des caractéristiques très étonnantes de la ville de Venise. Et c'est plutôt, justement, le rapport à l'eau, à cette fameuse barque que les pêcheurs utilisent, mais que les gens utilisent pour se déplacer. Pour se déplacer dans la lagune, on a besoin des barques. Et donc, à cette époque, effectivement, il faut imaginer plusieurs activités. Donc, je l'ai dit, des salines, l'exploitation des salines, l'exploitation de la pêche. Donc là, vous avez également, en fait, il y a deux choses. Il peut y avoir une pêche ouverte dans la lagune, mais aussi dans l'Adriatique. Et puis, l'usage d'un élevage. Donc, il y a un élevage halieutique de poissons avec la délimitation de bassins de pêche, justement, avec des pilotis. On ferme, en fait, des bassins plus ou moins artificiels. On utilise, évidemment, le relief naturel. Et on élève des poissons qu'on va utiliser, évidemment, pour l'alimentation des habitants de la lagune, mais aussi, progressivement, pour le commerce. La troisième activité, c'est l'agriculture. Alors là, vous avez un autre bassin, vous voyez, un autre bassin de rétention justement pour élever des poissons. L'agriculture, ces îlots de boue sont très fertiles. C'est des boues fluviales qui sont vraiment nourries de beaucoup de limon et qui sont donc très fertiles. Et vous avez dans toute la lagune, durant tout le Moyen-Âge, une production agricole importante. Ici, vous avez des champs d'artichauts. Les artichauts de Venise sont très célèbres. Il y a une sorte d'artichaut qu'on mange, soit les fonds d'artichaut, soit les petits artichauts crus ou frits. Et il y a un goût très spécifique d'un certain nombre de ces espèces de légumes ou de fruits qu'on mange dans la lagune. Donc au haut Moyen-Âge, c'est-à-dire du 5e siècle, au moment où on commence à voir les habitants arriver dans la lagune, exploiter ces différentes ressources naturelles pour monter une économie, jusqu'au début du 9e siècle, la lagune est peu peuplée, des habitants qui sont là, alors qui sont aussi, il y a eu un deuxième flux d'arrivée au moment où l'Empire lombard, enfin le royaume lombard, se forme. Les Lombards, c'est la dernière grande migration germanique qui a lieu au Haut Moyen-Âge. Là, justement, la fin de l'Empire romain est provoquée par le fait que de nouvelles populations germaniques, d'origine germanique, les fameux Goths, arrivent dans l'Empire romain, et vous avez au 7e, 8e siècle une nouvelle vague de migration qui est celle des Lombards, qui installe un royaume en Italie, mais Venise résiste, et donc beaucoup d'habitants des côtes, si vous voulez, rejoignent la lagune justement pour se protéger. Et ils s'installent donc autour de Rialto, progressivement fin 8e, début 9e siècle, autour de Rialto. Donc Rialto qui est vous voyez, en 1500, c'est le seul pont de Venise. Donc c'est ici au centre, vous le voyez bien. Je vous montrerai tout à l'heure d'autres représentations de Rialto au Moyen-Âge. Mais Rialto, je pense que l'étymologie, ça veut dire rivo alto, la rive haute. Donc c'était une rive un peu plus haute que les autres qui permettait justement de se protéger des flux du Grand Canal et des autres canaux. Donc les habitants s'installent autour de Rialto, bâtissent une église, bâtissent des maisons, et puis progressivement ils conquièrent les petits îlots autour. Ce qu'il faut imaginer, c'est que, vous le voyez peut-être mieux ici au sud, vous voyez les canaux qui délimitent les différentes paroisses. À Venise, chaque paroisse correspond en fait à un îlot entouré de canaux, que des ponts, évidemment, permettent de franchir. Et c'est comme ça que la ville se constitue à partir de ses premiers habitats autour de Rialto, autour de San Marco. Donc là, la place San Marco au sud, on la voit bien, puisque c'est cet espace monumental au début du XVIe siècle, avec le palais ducal, le campanile de San Marco, l'église ici en croix grecque, et puis la grande place, la place Saint-Marc et la Piazzetta qui s'ouvrent ici sur la lagune. Donc la ville se construit à partir du IXe siècle, s'étend progressivement. Je reviendrai dans un instant ici sur l'Arsenal, vous voyez, qui est à l'est de Venise. L'Arsenal. Et puis, si vous descendez ici, vous arrivez au Lido et à une de ces bouches de port que je vous ai montrées. Donc, d'ores et déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que Venise, en 1500, c'est évidemment, je vais passer à ça maintenant, un port, un grand port, et pourtant, vous voyez qu'il n'y a pas une installation portuaire. Si vous pensez, si vous êtes allé à Gênes, si vous êtes allé à Marseille, vous voyez bien comment la ville est un port. C'est une anse dans laquelle les navires peuvent rentrer, se protéger. On a construit des pontons, on a construit des rives. Ici, il n'y a pas véritablement de port. Donc,
le sud de Venise, toute cette rive sud et l'arsenal constituent une zone portuaire. La grande historienne de Venise, Elisabeth Crouzet-Pavant, a écrit sur ça et a montré justement toute la spécificité de ce port de Venise. Et c'est très intéressant de voir comment effectivement la ville se construit avec l'eau, autour de l'eau, sur le commerce, mais pourtant sans avoir un véritable espace portuaire comme d'autres cités méditerranéennes. Alors, deuxième temps, avançons dans le temps et voyons qu'est-ce qui se passe. Comment ces petits pêcheurs, agriculteurs, exploitants de salines, après s'être installés autour de Rialto et de San Marco au début du IXe siècle, a fondé l'une des plus grandes cités maritimes. Alors évidemment, je vais aller vite et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais comment Venise devient cette ville-monde et cette capitale, une des grandes capitales de l'espace méditerranéen d'un point de vue commercial. Alors, pour comprendre ça, évidemment, il faut se replacer dans la Méditerranée. Vous avez ici une célèbre représentation de l'Atlas catalan, qui est ce portulan de la fin du XIVe siècle, absolument magnifique, spectaculaire, qui montre l'état des savoirs. Donc vous voyez comment, au Moyen-Âge, on a déjà une capacité cartographique assez évidemment importante. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens écrivent sur ce mythe de la Terre plate, qui en réalité, les hommes du Moyen-Âge ne pensaient pas que la Terre était plate. Ils avaient déjà une conception héritée des mondes anciens, mais aussi une conception du monde qui leur faisait évidemment connaître et approcher de façon aussi scientifique cet espace. Et donc, tout de suite, on voit très bien pourquoi l'Italie devient au Moyen-Âge cet espace si important d'un point de vue commercial et maritime. Parce que l'Italie est effectivement une sorte de verrou entre deux espaces de la Méditerranée, le bassin oriental et le bassin occidental. Vous voyez très bien comment c'est une clé de passage entre ces deux bassins. Je vous l'ai dit, l'espace oriental, c'est l'Empire byzantin, donc autour de la Grèce, avec comme capitale évidemment Byzance ou Constantinople, qui est l'actuel Istanbul, avec une ouverture vers la mer Noire. Et puis, à partir de la fin du 8e, 9e, et puis durant tous les siècles qui suivent, le monde musulman, qui s'étend au Proche-Orient et en Afrique du Nord, dans toute l'Afrique du Nord, en Égypte, dans le Maghreb et en Espagne. L'Espagne est musulmane jusqu'à la fin du Moyen-Âge, en tout cas l'Espagne du Sud. Donc l'Italie est cet espace qui est à la jonction du monde occidental européen qui se développe avec au Moyen-Âge une économie liée à l'artisanat, à la production de la laine. L'Angleterre et l'Espagne sont des zones de production lainière, c'est des zones où vous avez des centaines et des centaines de milliers de moutons qui produisent de la laine, donc qui exportent de la laine. Le monde musulman, donc je l'ai dit, au sud et à l'est, le monde byzantin à l'est et au nord-est du bassin méditerranéen. Et donc l'Italie est cette clé de voûte qui va se développer justement en permettant les échanges entre ces différents espaces. Aujourd'hui, on parle de Venise, mais on pourrait dire la même chose de la ville de Gênes, on pourrait dire la même chose de la ville de Pise, ou même celle d'Amalfi. Si vous êtes allé à Amalfi, vous avez vu que c'est vraiment un tout petit port. Et Amalfi, à cette époque, donc au XIe, XIIe siècle, Amalfi est un des ports les plus puissants de Méditerranée. Donc l'Italie, les marchands italiens, les armateurs italiens, à partir du XIe siècle, développent leur flotte justement pour participer au commerce entre ces différents espaces et puis aussi se défendre des pirates. C'est-à-dire que vous avez un double mouvement. Vous avez un mouvement commercial qui se développe aussi en parallèle d'un mouvement de piraterie qui consiste à justement essayer de s'emparer de ces navires qui commercent. Et Venise, justement, très tôt, construit une flotte donc au nord de l'Adriatique pour défendre cet espace qu'elle appelle le golfe de Venise, donc qui correspond à peu près à cette ligne-là, vous voyez, donc une ligne entre Ravenne et puis l'Istrie. Ici, vous avez au nord de l'Adriatique ce qu'on appelle le golfe de Venise. Et Venise construit une flotte pour se défendre ici, pour assurer les échanges entre les différentes côtes avec l'arrière-pays. Il faut bien imaginer que vous avez évidemment en Italie du Nord, en Istrie, en Dalmatie, en Croatie, des populations qui vivent et donc qui échangent des marchandises. Et puis, ce qui va permettre à ces villes, et en particulier à Venise, de développer leur flotte, c'est le début les croisades, qui commencent à la fin du XIe siècle et qui durent jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Et les croisades sont ce mouvement, si vous voulez, qui est en même temps des conflits forts entre les trois puissances méditerranéennes, c'est-à-dire la chrétienté d'Occident, la chrétienté d'Orient et l'islam. C'est pas un mouvement, c'est pas une guerre entre monde chrétien et monde musulman, la croisade. C'est un conflit entre monde chrétien d'Orient, monde chrétien d'Occident et monde musulman. Et donc, vous avez en même temps des conflits répétés, mais en même temps des échanges commerciaux qui ne cessent, c'est-à-dire
en parallèle à ces conflits, les marchands orientaux et occidentaux continuent de commercer, continuent d'échanger leurs marchandises et développent leurs affaires. Donc Venise participe aux croisades, Venise arme des navires puisqu'elle a une tradition maritime, elle est capable de produire des navires qui vont aider les croisés à se déplacer en Méditerranée. Et le grand moment de basculement, c'est en 1204, la quatrième croisade de 1204, durant laquelle Venise et les croisés détournent la croisade pour s'emparer en fait des richesses de l'Empire byzantin, de l'Empire chrétien d'Orient. Donc après 1204, quatrième croisade de 1204, durant laquelle Venise et ses alliés en fait détournent une partie de la croisade qui, au lieu d'aller vers la Terre Sainte, en fait, attaque et s'empare d'une partie de Constantinople. L'Empire byzantin est fragilisé à cette époque, donc ils en profitent pour stabiliser en fait leur influence. Ils avaient déjà une influence économique très forte, mais ils la stabilisent en une influence qui est politique, en ce sens où Venise s'empare, devient la maîtresse politique de non seulement d'un quartier de Constantinople, mais aussi d'îles de Méditerranée, en particulier en mer Égée. De nombreuses îles des Cyclades deviennent vénitiennes. Et puis, vous le voyez aussi, de façon très importante, des côtes dalmates. C'est-à-dire que toute la côte dalmate, l'île de Corfou, deviennent des dépendances de la ville de Venise, ce qu'on appelle le Stato da Mar, donc l'état de la mer. Vous voyez aussi ici, mais ça sera beaucoup plus tardif, c'est début 15e, vous avez aussi la constitution d'un Stato da Terra, un état territorial en arrière-pays de Venise. Mais ici, c'est plus tard, c'est fin 15e. Donc, Pire que vous voyez ici, date, et vous voyez ici, c'est en rouge, vous trouverez cette carte, elle est très bien faite sur le site de la revue L'Histoire. En rouge, vous voyez les prises de Venise durant la quatrième croisade, et puis évidemment, une prise très importante pour Venise qui est Crète. Crète, et puis ces ports de mer Égée, ces ports aussi tout autour du Péloponnèse, qui deviennent en fait des points cruciaux dans l'organisation du commerce maritime. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, je vais revenir dans un instant sur l'organisation du commerce et de la navigation, mais à l'époque médiévale, évidemment, les techniques maritimes se mettent progressivement en place. On tend à éviter les grandes traversées. Ce que les marins pratiquent au Moyen-Âge, c'est le cabotage, c'est-à-dire qu'ils suivent des côtes. Donc évidemment, être en possession d'îles au sein de la Méditerranée, c'est se donner des avant-postes de ravitaillement, de circulation de l'information qui permettent aux Vénitiens d'installer des marchands. Il y a beaucoup de Vénitiens qui vont s'installer sur place, qui créent des familles et qui, du coup, permettent l'alimentation de ces réseaux que vous voyez très bien. Je vais revenir sur ces routes maritimes qui sont celles que suivent les navires vénitiens, mais qui sont évidemment des avant-postes très importants. Si vous allez dans les Cyclades, vous voyez encore aujourd'hui beaucoup de traces de cet empire maritime vénitien dans les toponymes. Vous voyez aussi ici et là, évidemment, de l'architecture, des forteresses vénitiennes. Je vous conseille, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller dans le Péloponnèse, vraiment d'aller voir le sud du Péloponnèse. Il y a deux villes qui sont mythiques pour les études vénitiennes. Vous voyez, elles sont ici, Modon et Coron. Modon et Coron sont au sud, vraiment au sud-sud du Péloponnèse, dans la péninsule la plus à l'ouest. Vous savez, le sud du Péloponnèse, vous avez ces trois péninsules. Et donc à l'ouest, vous avez deux forteresses vénitiennes, Modon et Coron, que Venise appelait les yeux de la République. Parce que tous les navires qui rentrent du Moyen-Orient, de Grèce, de la mer Noire, d'Asie mineure, passent le long de ces côtes, et donc Venise a accès constamment, grâce à Modon et Coron, à sait qui passe, et les marchands vénitiens ont obligation de s'arrêter, de donner des nouvelles, de donner des informations, de dire ce qui se passe. Et donc il y a aussi toute une économie de l'information qui est très importante, je vais y revenir dans un instant. Mais si vous avez l'occasion, je vous conseille, parce que c'est des forteresses qui ont été alors restaurées au fil des siècles, mais qui sont spectaculaires. Coron est plus petite, mais du coup, vous avez véritablement, vous voyez ce qu'est une forteresse médiévale, parce que de l'extérieur, vous avez l'impression qu'il s'agit juste d'un mur, et en fait, vous rentrez, et il y a toute une ville à l'intérieur, alors qui a partiellement disparu. Et quant à Modon, c'est vraiment une grande forteresse, beaucoup plus vaste. Là encore, évidemment, vous n'avez plus les habitats médiévaux à l'intérieur, mais ça donne une vraie compréhension aussi des volumes, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Ça, c'est le cadre politique, si vous voulez. Alors maintenant, qui participe de ça ?
Ce qui est intéressant, c'est que dans ce développement qui se met en place, l'économie marchande, les habitants de Venise, évidemment, participent, et c'est ça qui m'intéresse, comme je vous le disais, moi je fais de l'histoire sociale, c'est d'imaginer au-delà des enjeux institutionnels, qui est à l'origine de tout ça. À l'origine de tout ça, bien sûr, si on suit la hiérarchie classique de la société telle qu'on la présente en général, il y a d'abord et avant tout ces grands marchands vénitiens, qui sont donc au départ, imaginez-les, au XIe, XIIe siècle, de grandes familles qui se sont enrichies progressivement grâce à l'exploitation du sel, de la pêche, et qui se sont imposés à Venise, imposés dans la hiérarchie politique. La ville devient ce qu'on appelle une commune. Vous savez, ces communes médiévales qui sont des cités indépendantes, c'est-à-dire que la ville s'est autonomisée du pouvoir de l'Empire byzantin au milieu du XIIe siècle. Depuis le milieu du XIIe siècle, la ville est une commune, et donc qui dit commune dit des hommes qui la dirigent. Donc ces riches Vénitiens se sont en même temps déclarés comme les tenants du pouvoir politique, et en même temps, ils ont exploité potentialités économiques justement liées au commerce. Donc, durant ce processus que je vous ai décrit, au moment des croisades, au moment de la mise en place d'une flotte, ceux qui investissent et ceux qui s'enrichissent sont ces familles, donc des hommes et leurs femmes, bien sûr, qui contribuent à la mise en place de ces lignages nobles. Alors, je dis nobles, je vais y revenir dans un sens, que c'est compliqué dans la genèse justement de cette société. Au départ, ce sont des riches marchands. Comme ces riches marchands ont du pouvoir politique dans la ville, un pouvoir économique qui s'étend, commence à être à la tête d'un véritable empire maritime, ils inventent un mythe de noblesse. C'est-à-dire qu'à Venise, à la fin du XIIIe siècle, ces grandes familles décident de se déclarer nobles par un processus qu'on connaît assez bien, qui a été étudié, qui est le même d'ailleurs que vous avez dans plein d'endroits en Europe. C'est-à-dire évidemment la noblesse, ça n'a rien de quelque chose d'inné. L'histoire du Moyen-Âge ne commence pas avec des nobles. Le processus de construction des élites nobiliaires, dans chacun des espaces, que vous considérez le royaume des Francs à l'époque de Charlemagne, que vous considériez le royaume d'Angleterre après la conquête par Guillaume le Conquérant, vous avez des processus de construction d'un groupe politique et économique qui se nomme lui-même la noblesse, avec l'invention de certains mythes autour de la pureté de sang, autour de la transmission, autour de l'hérédité. Et la même chose se passe à Venise, à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, où ces grandes familles se déclarent nobles, donc établissent une liste d'environ 200 familles nobles, qui désormais seront les seules à pouvoir exercer le pouvoir. Et la définition de leur noblesse se fait justement sur le fait qu'elles exercent déjà le pouvoir à l'époque. Donc vous avez une définition circulaire. C'est parce qu'elles sont en charge des institutions communales qu'elles se déclarent nobles, et à partir de ce moment-là, c'est en étant noble qu'on a le droit d'exercer le pouvoir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle ferme le pouvoir, elle ferme la noblesse. Il y a une définition institutionnelle de la noblesse à partir de la fin du XIIIe, le début du XIVe siècle. Et donc, c'est le début de ces grandes familles. Ici, vous avez un célèbre tableau de Titien qui représente la famille Vendramine. Si vous êtes allé à Venise, vous voyez leurs noms partout, les Contarini, les Foscari, les Loredane, les Vendramine, qui ont été aussi ces grandes familles qui ont donné les fameux doges de Venise. Les doges qui sont le doge, c'est le prince de Venise, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la différence du roi de France ou du roi d'Angleterre, le doge est plutôt un représentant du pouvoir. Le doge, il incarne justement la noblesse vénitienne dans son ensemble qui exerce ensemble le pouvoir. C'est pour ça qu'on parle de république. C'est-à-dire que c'est vraiment un régime politique qui est très différent du régime classique que vous avez au Moyen-Âge dans les grandes royautés ou dans l'Empire germanique. Ce que vous avez là, c'est un ensemble de familles, je vous l'ai dit, entre 150 et 200. Dans ces familles, vous avez des hommes, puisque ce sont eux qui exercent le pouvoir, et collectivement, ils exercent le pouvoir dans les différentes institutions communales, au sein de ce qu'ils appellent le Sénat, le Grand Conseil, la Conseil des 40. Et tous ces hommes qui exercent le pouvoir élisent régulièrement un homme qui incarne cette souveraineté collective, c'est le doge. Donc le doge n'a pas plus de pouvoir que les autres patriciens, théoriquement. C'est vraiment un pouvoir collégial. Donc c'est ce qu'on appelle une république oligarchique. Venise n'est pas du tout une démocratie. C'est-à-dire que là, je parle d'environ 5 à 8% des habitants de la ville. Mais il y a un partage du pouvoir, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Donc ces grandes familles patriciennes, ce sont elles qui sont à l'origine de ce grand mouvement commercial. Ce sont des armateurs, donc ils paient pour la fabrication des navires, ce sont des banquiers, ce sont des entrepreneurs et ce sont des marchands. Pendant
les premiers siècles dont on parle ici, c'est-à-dire 11e, 12e, 13e, ces grandes familles patriciennes, enfin ces grands hommes patriciens, ces grands marchands, pardon, circulent. Ils prennent la mer, ils sont les capitaines des navires qui partent chercher les marchandises en mer Noire, sur les côtes de la Syrie, sur les côtes égyptiennes, en Afrique du Nord. Donc ils participent au commerce maritime. Et puis progressivement, ils s'enrichissent et ils délèguent en fait la navigation à d'autres. Mais il reste des marchands. Et c'est l'autre grande spécificité du système vénitien. Comme vous le savez, la noblesse européenne est définie par le fait que les nobles ne travaillent pas. Or, à Venise, les nobles travaillent. Les nobles sont des marchands, c'est-à-dire qu'ils exercent une activité professionnelle. Vous avez ici une représentation plus tardive du XVIIIe siècle d'un noble vénitien à son office. Ils sont banquiers, marchands, changeurs, entrepreneurs. Ils ont une activité professionnelle. Donc ce ne sont pas des rentiers qui vivent au Moyen-Âge de leur rente et de leurs bénéfices commerciaux. Ce sont des hommes qui participent activement aux affaires commerciales et grâce à leurs épouses et grâce aux femmes de ces lignages patriciens, ils créent de véritables réseaux, des réseaux matrimoniaux, des réseaux d'amitié, des réseaux de voisinage, des réseaux familiaux, grâce auxquels les familles peuvent s'enrichir, grâce auxquels les familles peuvent devenir aussi créer des cartels qui vont justement exploiter les navires. Donc, derrière, en même temps, la constitution d'une noblesse, vous voyez aussi qu'il y a la constitution d'un espace économique, de gens qui collaborent pour justement s'enrichir, créer des capitaux. Donc, ce sont les moteurs, c'est eux qui possèdent le capital, comme si vous pensez à l'Europe féodale de cette époque, les seigneurs sont ceux qui possèdent les capitaux, ceux qui possèdent la terre, ceux qui font construire les châteaux, ceux qui font travailler les paysans. Donc à Venise, c'est la même chose, ce sont les possesseurs de capitaux qui font travailler les autres. Mais évidemment, il y a énormément de gens qui travaillent avec eux et pour eux. Alors, un autre groupe professionnel qui se met en place tout au long du Moyen-Âge et qui est très intéressant et sur lequel on commence à avoir beaucoup de sources, enfin, on a des sources et beaucoup d'études, ce sont, imaginez aussi, tous ceux qui vont aider ces marchands à commercer autour du bassin méditerranéen. Ce sont les traducteurs. Imaginez tous les traducteurs qui travaillent avec les marchands en Méditerranée. Ce sont les scribes. Ici, je vous ai mis quelques représentations de ce secrétaire. Les scribes qui ont évidemment des rôles majeurs, qui peuvent être évidemment ceux de tenir les journaux de bord des navires qui font le tour de la Méditerranée, ceux de tenir les comptes de toutes ces activités d'échange. On vend des épices, on achète de la laine, on la revend ailleurs. Il faut des hommes qui ont une compétence, qui savent écrire, qui savent tenir des livres de comptes, donc qui savent... évidemment, qui ont une éducation mathématique, qui peuvent faire un bilan de ce qu'ils ont payé, de ce qu'ils ont reçu. Ce sont aussi tous les secrétaires qui vont aider les patriciens à gouverner. Les patriciens gouvernent, ils sont à la tête d'institutions, mais imaginez-les dans une magistrature où ils sont 3, 5 ou 50, tout autour d'eux travaillent des juristes, des notaires, des secrétaires qui vont progressivement transformer les décisions des patriciens en textes de loi, donc qui ont une compétence déjà, ils savent écrire, ils savent tenir des registres, ils savent archiver les documents. C'est pas évident, surtout dans une ville comme Venise, très humide, d'archiver des documents qu'on possède encore aujourd'hui. Donc il y a une vraie compétence technique pour les tenir dans des lieux secs, des lieux à l'abri de la vermine, des rats, des insectes. Ils parlent le latin, ils écrivent le latin, mais ils connaissent évidemment le vénitien, parfois d'autres langues méditerranéennes. Donc ces hommes sont essentiels. Ensuite, évidemment, il y a tous les marins. Imaginez à Venise l'immense foule de marins qui travaillent pour servir sur ces navires. Alors ici, je vous ai mis des représentations plutôt de bateliers. Je vais y revenir dans un instant parce qu'il y a tous les métiers de la mer, les marins, mais aussi tous les bateliers, tous les gondoliers qui travaillent à Venise. Donc des marins, on sait beaucoup de choses maintenant, c'est des équipages internationaux, beaucoup de Grecs, beaucoup de Dalmates, de Croates, travaillent pour les navires vénitiens. Et les marins au Moyen-Âge, je vais vous montrer dans un instant des représentations de galères ou de navires. Les marins sont évidemment salariés. C'est un métier qui est reconnu avec une compétence. Il faut une grande compétence pour naviguer en Méditerranée. La Méditerranée est une mer malgré tout dangereuse, avec des tempêtes parfois
inattendus, en particulier l'été. Donc ils ont une vraie compétence. Ce sont des hommes qui sont payés, qui sont bien payés, qui sont reconnus pour leurs compétences, qui habitent souvent Venise, même s'ils viennent de nombreux lieux autour de la Méditerranée. Je vais y revenir dans ma troisième partie. Et puis, les navires arrivent à Venise et il faut que vous imaginiez qu'ensuite, ces marchandises, il faut bien en faire quelque chose. Parce qu'en plus, vous vous rappelez, Venise n'a pas véritablement de port. Donc il n'y a pas vraiment ces grands môles le long desquels les navires peuvent arriver et décharger. Donc souvent, les navires sont déchargés, vous le voyez ici, par des petites gondoles ou par des péniches sur lesquelles on décharge les ballots. Et puis, ce sont ces gondoliers qui vont les amener sur les quais. Et ensuite, de là, des porteurs vont les déplacer dans la ville. Et si vous êtes à la Venise, vous avez vu, la ville est traversée constamment par ces porteurs qui aujourd'hui ont des petites brouettes métalliques et qui souvent d'ailleurs essaient de se frayer un passage rapide autour des touristes en appelant notre attention occhio attention pour justement les laisser passer. Et Venise au Moyen-Âge, c'est sans doute une foule de porteurs, de dockers qui justement travaillent pour charger les marchandises. Et puis enfin, il y a évidemment tous ceux qui fabriquent les navires. Venise, les armateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, les patriciens, possèdent et construisent de très nombreux navires, et c'est ça qui fait la fortune de la ville. Et là, vous avez deux représentations. D'une part, les charpentiers de marine, qui sont évidemment extrêmement compétents à Venise, qui peuvent travailler à l'arsenal, je vais y revenir. Et là, c'est alors on voit mal ici, mais il y a marqué en dessous « Calfai dell'Arsenale », les charpentiers qui vont fabriquer les navires pour l'arsenal, mais en fait, ils participent à la construction des navires publics, mais en même temps travaillent constamment dans les petits chantiers privés. Vous avez autour de Venise plein de chantiers privés où on construit aussi des navires pour circuler en Méditerranée. Et puis là, une autre image des fabricants de rames. Je vais revenir sur les galères dans un instant. Il faut aussi justement tous ces autres instruments. Les rames en font partie et vous avez ici une représentation de ces fabricants de rames. Ces ouvriers travaillent au sein de l'arsenal, qui est le mot arsenal vient de Venise. C'est un mot qui vient lui-même de l'arabe. Ça voulait dire la maison du travail. Et donc, c'est sans doute à Venise qu'il y a eu le premier arsenal, et le mot, comme vous le savez, est devenu aussi un mot en français, et puis comme dans toutes les langues méditerranéennes. Là, vous avez l'entrée du canal. Si vous y êtes allé, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Et puis, comme je vous disais, là, sur la fameuse représentation qu'on a vue tout à l'heure de Venise en 1500, vous voyez l'étendue du chantier. C'est un immense chantier. Vous voyez, là, on est en train de construire des navires. Et c'est un immense chantier dans lequel, effectivement, les ouvriers qualifiés viennent servir un certain nombre de jours par an, en fonction aussi des demandes. Par exemple, c'est ça qui fait le succès de Venise en 1204. Venise s'engage à livrer aux croisés, en très peu de temps, beaucoup de navires. Donc Venise a la capacité à construire très vite beaucoup de navires, et c'est à Venise que se met en place en particulier une forme de travail à la chaîne. On fait travailler les ouvriers sur des postes spécialisés de façon à ce qu'ils puissent, on invente le travail à la chaîne, et on peut construire à la fin du Moyen-Âge une galère en très peu de temps. Ces navires qui sont construits, juste pour vous les montrer, justement, pour vous montrer grâce à quoi Venise s'impose dans toute la Méditerranée. Au Moyen-Âge, vous avez deux types de navires. Et les deux types de navires sont utilisés par les marchands vénitiens. Ce qu'on appelle les navires ronds, vous les voyez ici, en français on dit souvent les coques ou les nefs. Donc c'est des gros navires ronds qui sont uniquement mus par des voiles, qui embarquent un nombre limité d'hommes d'équipage, ceux qui vont être nécessaires à justement l'activation de voiles, les pilotes qui savent lire une carte et placer le navire, les marins qui vont aider justement aux différentes opérations nécessaires à la navigation. Ça, c'est un type de navire, gros navires, donc qui ont une grosse capacité et qui permettent de charger les marchandises qui sont lourdes et peu coûteuses. Les céréales, le vin, l'huile, le sel, les cendres. On utilise beaucoup de cendres pour la production du savon, pour la production du verre. Et puis, vous avez un autre type de navire qui est la galère. Donc là, vous avez une maquette de galère qui vient du musée de la Marine, ce qu'on appelle la galera sottile, et qui était plutôt utilisée pour la défense militaire. Mais Venise, et Gênes le fait aussi, et d'autres puissances maritimes le font, Venise adapte la galère, le système de la galère, en créant des galères plus larges, plus grosses, qui permettent d'embarquer des marchandises. Alors là, vous avez une maquette d'une galère sottile, et là, vous avez une maquette d'une galère de pèlerins. Venise, justement, met à disposition des pèlerins de toute l'Europe, des galères grâce auxquelles on peut embarquer à Venise et aller en Terre Sainte pour faire le pèlerinage à Jérusalem. Et là, c'est une représentation donc, de ces galères. Donc, elles sont plus grosses, elles permettent d'embarquer des marchands, des pèlerins et des marchandises. Alors, elles sont réservées à des marchandises
au contraire légères et très coûteuses. Les épices, les parfums, les matériaux qui servent à la teinturerie, la soie, l'or, parce qu'évidemment, elles ont un coût beaucoup plus important pour naviguer parce qu'elles sont activées par des rameurs. Et vous voyez, vous avez ici, vous les voyez bien, ces rames, vous avez un rameur par rame, avec des rames qui sont parfois très lourdes, 20, 30, 40 kilos, et ces rameurs qui ont des techniques pour activer ces rames, mais aussi des voiles. Donc les rameurs servent pour entrer et sortir du port, quand il n'y a pas de vent, ou en cas d'attaque, et sinon, en temps normal, on remonte les rames et les galères fonctionnent par la force du vent, comme vous voyez bien ici ce mélange. Mais évidemment, activer une galère est beaucoup plus coûteux puisqu'il faut payer ses rameurs. C'est seulement à partir du XVIe et du XVIIe siècle que le métier de rameur n'est plus un métier, mais est réservé aux condamnés. On condamne, comme vous le savez bien, et vous connaissez l'expression être condamné à la galère et tout ce que ça donnait dans le vocabulaire français. Au Moyen-Âge, galériens sont des marins payés et bien payés parce que ce sont là encore des rameurs qui ont une compétence. Donc on retrouve les mêmes origines, des Dalmates, des Grecs, des Vénitiens aussi, et qui activent ces galères. Et voilà enfin donc ces routes maritimes, on les a vues un peu sur la première carte, ces routes maritimes que suivent ces grandes galères marchandes, mais c'est aussi vrai pour les nefs plus rondes, les grosses nefs rondes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces grandes galères marchandes donnent lieu à un système d'exploitation qui est celui que j'avais étudié dans ma thèse, qui a donné lieu à mon premier livre sur justement ce système de collaboration entre entrepreneurs privés et publics. C'est-à-dire que les patriciens dont je vous ai parlé gouvernent l'État, sont exploitants de ces grandes galères qui en même temps appartiennent à l'État, mais sont exploités par des marchands privés. Donc vous avez un système très intéressant, un système capitaliste. Ces galères sont partagées, vous avez le capital des galères qui est partagé en parts, et les patriciens investissent dans des parts, et ces parts leur rapportent de l'argent en fonction des bénéfices que les galères réussissent à faire au cours de leur voyage. Donc c'est un système extrêmement intéressant, qui rappelle beaucoup des modes de fonctionnement beaucoup plus contemporains qu'on a, de collaboration entre l'État et des entrepreneurs privés, en sachant qu'évidemment à Venise, l'État, ce sont les mêmes personnes que ces entrepreneurs privés. Donc c'est un système extrêmement intéressant. Vous voyez comment, au cours de ce long Moyen-Âge, du XIe au XVe siècle, Venise est devenue cette fameuse ville-monde et en même temps capitale d'un empire. Je le répète, essayez toujours de mettre ça en perspective avec les grands royaumes de l'époque, le territoire immense du royaume de France, du royaume d'Angleterre, de la couronne d'Aragon et de Castille. Si vous pensez à l'immensité de ces territoires, donc ce que ça génère en termes de taxes, en termes d'impôts, en termes de taille, et là au contraire vous avez une ville qui finalement en comparaison est microscopique, habitée par au maximum, au Moyen-Âge, 80 à 100 000 habitants. Aujourd'hui, pour vous dire, Venise, centre historique, c'est 45 000 habitants. 45 000 aujourd'hui, 100 000 habitants à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à 170 000 au XVIe siècle, une très grande ville. Et puis après, progressivement, la ville perd un certain nombre d'habitants. Et donc, en troisième temps, je voudrais revenir aussi sur ces habitants de cette ville-monde, en posant avec vous la question, comme je vous le disais, de qu'est-ce que ça veut dire finalement être vénitien et étranger, ou étranger, dans une ville qui est justement la capitale d'un empire, dans une ville qui accueille constamment, je vous l'ai dit, des marins qui viennent de tout le bassin méditerranéen, des marchands qui circulent, des familles vénitiennes qui se sont installées dans l'empire maritime, mais qui gardent des liens avec la capitale. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie pour une ville comme Venise, justement, d'être une ville-monde si on s'intéresse à la population? Pour poser cette question, je voudrais vraiment que vous vous imaginiez la texture sociale de cette ville. On est à la fin du XVe siècle, je vous l'ai dit, environ 100 000 habitants. Et puis un marché, là vous avez une représentation du pont du Rialto avant qu'il subisse plusieurs incendies et qu'il soit reconstruit à la fin du XVIe siècle tel que vous le connaissez aujourd'hui. Alors vous voyez ici un pont en bois, c'est un pont-levis qui permet justement aux navires de remonter le Grand Canal et de passer vous voyez ce pont-levis ici qu'on peut donc remonter pour permettre le passage des grands navires. Donc c'est une scène de rituel peinte par Carpaccio, mais qui vous montre bien justement ce brassage de population. Rialto, c'est une place de marché. C'est une place de marché où circulent justement les habitants qui viennent un peu partout. Vous avez aujourd'hui une photo du marché de Rialto tel que c'est aujourd'hui, ce marché de fruits et légumes qui est extrêmement vivant et qui donne un peu une idée justement de la place que pouvaient avoir ces places de marché tout autour du pont.
Et ça, c'est le petit campo qui est en bas des escaliers, le campo de San Giacometto, où vous aviez, alors c'est une représentation un peu plus tardive, mais où vous aviez des banquiers, des changeurs, des assureurs, des marchands qui se fréquentaient. Si on pose la question des étrangers du point de vue des citoyens vénitiens, on a une idée, on peut avoir une définition à peu près claire de ce que ça veut dire qu'être étranger à Venise. Vous avez à Venise des citoyens vénitiens, donc des gens qui sont nés à Venise, mais qui ont théoriquement des droits de citoyenneté. Or, si vous pensez à l'ensemble de la population qui a des droits de citoyenneté à Venise, une toute petite part. Ces patriciens dont je vous ai parlé, qui gouvernent la ville, quelques-uns des notaires et des secrétaires qui les aident, et qu'on appelle d'ailleurs à Venise cittadino, citoyens. Donc, ces deux groupes représentent environ 15%, maximum 20% de la population. Donc, eux, ils naissent à Venise. À la fin du Moyen-Âge, on écrit dans un registre leur naissance, on enregistre leur naissance. Ils appartiennent à des familles qui ont un patronyme, qui est les fameux grands noms de ces familles vénitiennes. On peut dire qu'ils sont vénitiens. Et donc, on imagine bien qu'on peut les opposer à ceux qui ne sont pas vénitiens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés, ceux qui n'appartiennent pas à ces familles. Maintenant, le problème que je vous pose, c'est qu'à cette époque, donc on est au XVe siècle, 80% des habitants qui n'appartiennent pas à ces groupes, donc je vous parle des artisans, des travailleurs, des maçons, des boulangers, des bouchers, des prostituées, des maîtres d'école, des artistes, des musiciens, des marins, des gondoliers. Donc la population vénitienne, cette population n'est pas patricienne, ils ne sont pas nobles. Jusqu'au XVIe siècle, leur naissance n'est jamais enregistrée dans des registres. C'est-à-dire qu'il faut attendre le XVIe siècle pour que les curés de paroisse commencent à enregistrer la naissance des habitants. Curieusement, et ça c'est une des spécificités de Venise, la plupart d'entre eux n'ont pas de patronyme, ils n'ont pas de nom de famille. Ils s'appellent Giovanni, Giacomo, Paola, mais pas de nom de famille. On les identifie par le nom de leur père. Donc on est toujours Giovanni, fils de Paolo. Paola, fille de, alors soit sa mère, Andriana, si elle a une origine grecque, ou alors Franco. Mais ils n'ont pas de patronyme. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire être étranger pour des gens qui n'ont pas de droit de citoyenneté, n'ont pas de façon de prouver qu'ils sont nés dans la lagune, et dans une ville qui accueille constamment des flots d'immigrés. Les villes médiévales grandissent grâce aux immigrés, grâce à l'immigration, qui peut être proche, c'est-à-dire les habitants de terre ferme, d'Italie, qui viennent, des paysans en fait, qui quittent leurs conditions paysannes et qui viennent vivre à Venise pour chercher une activité qui est quasiment toujours au départ une activité de serviteur. Donc beaucoup commencent leur entrée dans la ville comme domestiques, mais ils ne sont pas nés dans la lagune. D'autres, je vous l'ai dit, ça peut être des marins, ça peut être des ouvriers à l'arsenal. En gros, concrètement, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est né à Venise mais qui n'a aucune façon de le prouver et quelqu'un qui n'est pas né à Venise et qui vient s'installer dans la lagune en sachant que génération après génération, vous avez constamment 5 à 10% sans doute de la population qui sont des gens qui arrivent. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, cette notion d'étranger n'est pas particulièrement pertinente pour comprendre comment la société s'organise. Ici, vous avez une gravure d'un artiste vénitien qui, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, produit cet ouvrage qui s'appelle les Abiti d'Uomini. J'ai trouvé ça sur le catalogue de Gallica. Vous avez si vous cherchez sur Gallica Giacomo Franco, vous trouverez le PDF de ce très beau livre qu'il a produit dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et vous voyez, il représente les étrangers. Vous voyez à droite, inglese, turchi, spagnolo, donc les Anglais, les Turcs, les Espagnols, les Français. Donc, vous pouvez considérer qu'effectivement, il y a tous ces marchands étrangers qui sont identifiés par leurs vêtements. Une des expressions les plus classiques qu'on trouve dans les sources vénitiennes, c'est « habillé à l'étrangère »,« vestito alla forestiera ». C'est comme ça qu'on reconnaît les étrangers. Mais en lisant les archives, vous vous rendez compte qu'en fait, l'étranger, c'est vraiment le marchand étranger qui vient d'ailleurs. C'est vraiment celui qui n'habite pas à Venise. C'est celui qui, très clairement, ne parle pas vénitien, vient là et là de passage. Un pèlerin qui va embarquer, un marchand, ou quelqu'un qui vient s'installer, mais qui n'est pas encore connu des autres habitants. Ensuite, vous avez des tas de communautés étrangères que nous, historiens, avons identifiées comme des communautés étrangères. Je vous donne un exemple célèbre. Si vous êtes allé à Venise, au nord de Venise, à Canareggio, vous avez une petite place qu'on appelle le Campo dei Mori, donc les Mori, c'est les morts, c'est les Sarrasins, et vous avez deux statues très célèbres de ces marchands orientaux qui fréquentaient Venise. Mais pour la plupart de ces habitants qui ont une origine étrangère,
Ils peuvent venir de Lombardie, ils peuvent venir effectivement d'Italie du Sud, mais beaucoup viennent de Dalmatie, beaucoup viennent de Grèce. Ils ne sont pas considérés comme étrangers par leurs voisins. Ils sont considérés comme grecs, toscans, bergamasques, donc souvent on les identifie comme ça, ce qui est très difficile pour nous parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps ils sont à Venise. Il est assez évident que certains qui sont nés à Venise peuvent continuer d'être appelés toscans ou bergamasques, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais été ni en Toscane, ni à Bergamo, ni en Grèce, mais ils ont hérité d'un surnom familial. D'autres, au contraire, au bout d'un an ou deux, deviennent juste Giacomo le voisin qui est gondolier. Et donc la ville de Venise absorbe, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la communauté vénitienne absorbe constamment ce que nous, historiens, appelons étrangers, parce que c'est une catégorie qu'on a construite comme ça, mais qui ne correspond pas du tout à celle que les habitants ont. Jamais on appellera son voisin un étranger. Le mot forestière qualifie vraiment celui qu'on ne connaît pas, celui qu'on n'a jamais vu, celui qui est habillé différemment de soi, celui qui parle une autre langue. Aujourd'hui encore à Venise, on a, comme ici à Canareggio, plusieurs témoignages de ces communautés étrangères ou d'origines étrangères qui se sont fondées. Vous avez des rues des Albanais, vous avez l'église des Grecs, vous avez la fameuse, au sud, la Riva degli Schiavoni. Les Schiavoni, c'est les esclavons en français, c'est-à-dire les Dalmates, c'est les Slaves. C'est le mot slave en italien, un slave et esclave qui a la même origine. Et donc ces communautés étrangères sont là, elles sont construites et en même temps maintiennent un lien fort, un lien culturel, religieux éventuellement pour les communautés musulmanes dont on a assez peu de traces. Il est certain qu'il y a des musulmans à Venise au Moyen-Âge. On a peu de traces, justement, ils sont jamais identifiés comme musulmans. Alors que c'est sûr qu'il y en a, puisqu'on a des documents qui nous montrent que certains sont des esclaves qui sont arrivés. Vous avez beaucoup de gondoliers qui sont des Africains d'Afrique subsaharienne à l'origine. Vous avez beaucoup de gondoliers qui sont d'origine africaine. Donc sans doute beaucoup de gens qui viennent d'Afrique du Nord sont encore musulmans, mais on a peu de traces d'identification d'eux comme musulmans ou comme grecs, c'est-à-dire grecs orthodoxes, ou comme allemands. C'est aussi l'époque où les Allemands sont réformés et donc pratiquent aussi une autre religion à partir du XVIe siècle. Et donc Venise est cet espace où en réalité se mettent non seulement des communautés étrangères, mais qui sont en lien avec les communautés locales, avec les communautés de voisinage. Et on voit très bien comment il y a une absorption régulière de ces habitants qui viennent justement de tout le bassin méditerranéen et de toute l'Italie. Donc d'un point de vue social, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de voir ce qui compte pour les habitants. Et ce qui compte pour les habitants, c'est bien plus le voisinage, qui est un espace de collaboration ou un espace de conflit, mais c'est là où on connaît ses voisins, c'est là où on échange avec eux, quel que soit leur origine. On peut les identifier par leur origine étrangère à Venise, mais ça reste d'abord et avant tout des voisins, avec qui, effectivement, on vit, on partage un espace commun. Donc, toutes ces questions, elles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent aussi de renouveler et de comprendre comment fonctionne une grande ville médiévale qui est un port et qui est un espace de connexion et de lien entre différents mondes. Je voulais citer 2 ouvrages en bibliographie si vous vous intéressez à ces questions. Alors, un plus spécifique à Venise, qui est le catalogue de l'exposition qui avait été fait à l'Institut du monde arabe en collaboration avec le Metropolitan Museum à New York, qui est vraiment un très beau catalogue où justement les historiens ont travaillé sur toutes les façons dont la culture du bassin oriental de la Méditerranée a influencé Venise. Et puis un livre d'une collègue historienne moderniste, Timona Cerut, qui travaille à Paris et qui a produit un livre sur les étrangers. Son terrain, c'est plutôt Turin, mais elle a vraiment justement posé cette question de la condition d'incertitude des étrangers, de qu'est-ce que signifie être étranger. Et c'est un livre qui a quelques années, mais qui est très stimulant justement sur cette façon de penser un peu autrement ce que signifie le fait d'être étranger dans une grande cité méditerranéenne. Je conclurai là-dessus, voilà, en insistant sur le fait que ce que je trouve vraiment passionnant dans l'histoire vénitienne, et c'est mon prochain projet, c'est justement de raconter cette histoire qui finalement est bien connue, par le point de vue de ses habitants et de ses habitantes. C'est-à-dire que ce qui fait la fortune de Venise, c'est bien sûr ces grandes institutions, l'arsenal, les navires, mais c'est aussi toutes celles et ceux qui participent de cette économie méditerranéenne et qui y contribuent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en rentrant comme ça dans le détail de ces différentes communautés, de ces différents groupes professionnels, de ces quartiers, on découvre aussi toute une autre histoire de Venise qui est absolument passionnante. Si vous allez à la Venise, je vous encourage à aller chercher cette Venise mineure, derrière le Palais Ducal, derrière la place du Rialto, d'aller voir ces petites maisons, ces petites ruelles, où vous retrouverez cette histoire sociale de la ville. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci pour cet exposé qui nous fait découvrir Venise sous une autre approche, et notamment celle concernant les étrangers, que je trouve extrêmement intéressante et assez intelligente. C'est celui qu'on ne connaît pas et non pas celui dont on a tous les doutes possibles. Je voulais savoir quelle était la place de la communauté juive au sein du développement de Venise, et si c'était possible, quelques mots sur la culture de l'époque. Voilà. Alors effectivement, c'est très intéressant. Vous le savez sans doute, le mot même de ghetto est un mot vénitien qui veut dire fonderie. Le quartier de la fonderie à Venise, c'était déjà au Moyen-Âge, des familles juives étaient installées. Et vous aviez traditionnellement à Venise des familles juives, aussi à Mestre, enfin aussi dans la terre ferme vénitienne, des marchands qui habitaient la ville. Donc ce qui est intéressant aussi quand on parle de la communauté juive de Venise, c'est qu'on ne parle pas d'étrangers justement. Là, on parle pour certains de familles qui étaient là depuis longtemps, des médecins, des marchands, des ouvriers, des travailleurs qui étaient insérés au tissu urbain. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de la fin du XVe siècle, il y a eu une forme et au début du XVIe siècle, il y a eu une rigidification des règles liées à la possibilité pour les Juifs de Venise de faire des activités avec les chrétiens. L'histoire est longue de cette limitation des affaires et de la façon dont les Juifs peuvent participer aux mondes économiques. Et donc, au début du XVIe siècle, Venise décide de contrôler la circulation des marchands juifs, des marchands d'ailleurs, de l'activité des Juifs à Venise. Et c'est à cette époque-là, en 1514, qu'on décide donc de créer le ghetto, c'est-à-dire de réserver cet espace autour de la fonderie aux familles juives qui sont à Venise, et on leur demande de rester à l'intérieur de cet espace, qui devient un espace fermé. Le matin et le soir, il y a une ouverture et une fermeture des portes, puisque c'est assez aisé à faire, parce que comme vous avez deux ponts qui rejoignent la place. Donc, il y a en même temps un contrôle, et à partir de 1514, le ghetto se grandit beaucoup. Grandit, la population du ghetto grandit, pas la place elle-même, puisqu'elle reste très limitée. Et c'est pour ça, si vous y êtes allé, vous avez vu, il y a une maison très haute par rapport au reste de Venise, maison 6-7 étages. Donc il y a une densification de la population dans le ghetto tout au long du XVIe siècle. Mais en même temps, en réalité, là aussi, ce que montrent les sources, c'est qu'il n'y a pas une exclusion du tout des Juifs de Venise. Il y a une continue échanges qui peuvent être effectivement des échanges commerciaux liés aux activités commerciales de certains marchands juifs, mais aussi pour certains qui travaillent, qui ont d'autres activités qui sont les activités urbaines classiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. En même temps, effectivement, il y a une forme de rejet par certaines communautés ou par certains habitants ou par certains. Donc, on peut voir, par exemple, dans les procès, certains marchands juifs qui viennent faire des procès à d'autres habitants de Venise qui les ont maltraités ou volés. Donc, il y a une attention aussi à cette régulation des activités. Mais c'est vrai, et la dernière chose qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a l'arrivée à la fin du XVe siècle des Juifs d'Espagne qui ont été expulsés, qui s'installent dans de nombreuses autres villes de Méditerranée, Venise bien sûr, mais Livourne, ou ces villes où vont s'installer ces communautés et développer leurs propres activités. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la communauté juive de Venise a été un sujet d'étude très important jusqu'aux années 70-80. Il y a quand même plusieurs ouvrages, et même des ouvrages récents sur le ghetto. Mais c'est finalement un sujet qui mériterait aujourd'hui un peu de renouvellement, parce qu'il y a peu de jeunes chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Ça serait intéressant de renouveler les approches en histoire sociale et culturelle. Et donc, pour répondre à votre question sur la culture vénitienne de la fin du Moyen-Âge, c'est effectivement une culture très variée et mélangée. En particulier, si on parle de la langue, par exemple, c'est très intéressant de voir que la langue, qui est une forme d'italien qui ressemble beaucoup à l'italien actuel, malgré tout. Les archives vénitiennes ne sont pas très compliquées à comprendre quand elles sont écrites en vénitien. Mais vous avez effectivement beaucoup de langues méditerranéennes qui circulent ou qui matinent la langue vénitienne. La cuisine vénitienne aussi. La cuisine vénitienne, comme souvent la cuisine italienne, est une cuisine qui intègre beaucoup les épices. On voit bien comment il y a justement cette culture commerciale et élargie qui a permis la formation d'un goût culinaire pour la cannelle, par exemple, ou le poivre, ou le gingembre, qu'on retrouve dans beaucoup de recettes médiévales de l'époque. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, et dans le catalogue Venise et l'Orient, vous voyez plein de traces, alors la plus artistique, architecturale, de ces mélanges entre les différents espaces méditerranéens. Oui, pour compléter sur les ghettos, j'avais vu que le ghetto était fermé le soir, mais pourquoi? Et j'ai une deuxième question. Vous avez très peu parlé du pouvoir.
le législatif, l'exécutif. Vous avez parlé du Doge qui était élu, mais après, vous n'avez pas du tout évoqué. Et ma troisième, c'est à propos des Arabes. Est-ce qu'il y avait des Arabes marchands? Vous avez parlé de galères, par exemple, des condamnés. Il y a très peu de traces, hein, vous avez dit, d'archives. Mais est-ce qu'ils pouvaient accéder à un poste assez élevé ou ils étaient... Enfin, voilà. La troisième question, c'est sur les Arabes. D'accord. Les morts. D'accord, les morts. Est-ce qu'ils pouvaient accéder à des fonctions de marchands, etc. Bien sûr, ouais. Alors, la première question, donc le ghetto était fermé, puisque théoriquement, la constitution du ghetto, l'idée, c'est de contrôler la circulation des Juifs dans la ville de Venise. Donc l'idée, c'est effectivement de les enfermer, hein, de limiter leur circulation, non seulement dans l'entrée dans Venise, mais pour ceux qui habitent à Venise, de limiter et de contrôler leur circulation avec le reste de la ville. Donc c'est une décision qui les empêche, justement, qui entrave la liberté de leur déplacement, mais comme ils sont eux-mêmes déjà très insérés en fait dans la cité, c'est vrai que plein d'archives montrent qu'en réalité, c'est plus une décision idéologique qui essaie de mettre en scène une forme de contrôle, mais dans la réalité, les Juifs de Venise sont particulièrement nécessaires à plein d'aspects de l'économie ou en particulier de la médecine, par exemple. Il y a beaucoup de... Donc c'est une décision de police très, très forte et très excluante, et en même temps une sorte de mise en scène du pouvoir. Alors, sur votre deuxième question, justement, sur le pouvoir, pour répondre rapidement, les institutions vénitiennes sont des institutions collégiales. C'est-à-dire ce qui est très intéressant à Venise, c'est que vous avez un système institutionnel assez compliqué, dans lequel vous avez des grandes assemblées, la plus grande étant celle du Grand Conseil, qui réunit tous les hommes nobles de plus de 25 ans. Donc vous avez une très grande assemblée, et ensuite vous avez d'autres assemblées de taille plus limitée, en particulier un conseil qu'on appelle Rogati, qui sera ensuite appelé le Sénat au moment de la Renaissance, ou le Conseil des 40. Donc ça, c'est des assemblées qui ont un pouvoir législatif, c'est-à-dire que c'est des assemblées qui prennent des décisions d'ordre législatif, qui décident de grandes lois relatives aux relations internationales, à l'organisation économique de la ville, au paiement des impôts. Donc, un pouvoir législatif. Ensuite, vous avez des cours de justice, et elles sont nombreuses. Donc, le pouvoir judiciaire revient à de nombreuses juridictions qui ont des pouvoirs spécifiques. Donc, il y a une cour de justice pour régler les litiges entre marchands, pour régler les litiges de propriété, pour régler le droit des étrangers, une cour de justice criminelle, une cour de justice civile pour les conflits entre habitants. Donc c'est très intéressant de voir comment le système judiciaire s'est mis en place. Et puis ensuite, vous avez de très nombreuses administrations qui sont en général gouvernées ou dirigées par 3 ou 5 patriciens, et des administrations qui ont des fonctions de plus en plus précises. Celles qui s'occupent de l'approvisionnement en bois de l'arsenal, celles qui s'occupent des gens qui blasphèment, celles qui s'occupent de la santé publique. Et donc là, vous avez... Alors, pour toutes ces institutions, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un système d'élection qui renouvelle la composition de ces institutions, de ces magistratures, tous les ans et demi, tous les 2 ans. Et donc, c'est en même temps un système collégial, le pouvoir est partagé, et en même temps un système... le pouvoir est temporaire. Les patriciens n'ont pas le droit de se spécialiser dans telle ou telle charge de façon à éviter qu'ils s'emparent et qu'ils prennent le pouvoir à titre personnel, puisque l'idée, c'est vraiment que ça soit partagé. Et votre troisième question, donc sur les marchands arabes durant tout le Moyen-Âge sont extrêmement dynamiques. Il y a tout l'Afrique du Nord est extrêmement riche, l'Espagne du Sud également. Donc en même temps que se développe le commerce et les flottes italiennes, se développe le commerce et les flottes musulmanes de tout le bassin méditerranéen. Donc on retrouve effectivement, il y a beaucoup de marchands musulmans, alors certains qui viennent effectivement d'Afrique du Nord ou de Syrie, Palestine, ou d'autres qui viennent d'Espagne, d'autres qui viennent d'Égypte, qui circulent et qui commercent. Certains s'installent à Venise. Et puis, comme je le disais, on n'a pas nécessairement... On a quelques sources, mais effectivement, le problème, c'est la question de l'identification de ces personnes, comment elles sont identifiées par ceux qui produisent les sources. Mais il y a aussi des musulmans qui s'installent à Venise. Et là, je vous renvoie... Il y a eu toute une enquête qui a été faite qui s'appelait les musulmans en Europe à l'époque moderne, par Jocelyne Daclia,
en particulier, et il y a plusieurs chapitres, dont un chapitre sur les musulmans à Venise, qui sont pour beaucoup des domestiques, parce qu'il y a aussi encore au Moyen-Âge l'esclavage, donc qui n'est pas du tout l'esclavage de l'époque moderne, mais des esclaves qui arrivent, et pour certains arrivent d'Afrique du Nord. Non, pas du tout. Ce qui existe à partir du XVIIe siècle, c'est une question sur les traces de mosquées. Ce qui existe, c'est ce qu'on appelle le Fondaco dei Turchi, qui est un palais qui existe encore aujourd'hui, mais en fait qui date de l'époque moderne et qui est un lieu de prière collective. Enfin, pas de prière, pardon, c'est un lieu commercial. Le Fondaco, c'est ce qu'on appelle en français un fondouk, c'est un mot arabe aussi. C'est un entrepôt commercial où les marchands de certaines origines peuvent se rassembler, être protégés, mettre leurs marchandises. Le plus célèbre Fondaco à Venise, c'est le Fondaco dei Tedeschi, des Allemands, qui au pied de Rialto, c'était les anciennes postes, c'est devenu aujourd'hui un centre commercial un peu douteux, très, très riche, un peu comme un aéroport international, c'est pas le truc le plus beau qu'ils aient fait à Venise. Donc ça, c'était celui des Tedeschi, et puis le Fondaco dei Turchi, qui correspond à un lieu de rassemblement des marchands musulmans, donc aussi potentiellement un lieu de prière, mais qui date de l'époque moderne, donc qui n'existe pas à l'époque médiévale. Alors nous avons une question de Christian qui nous suit en ligne. Quelle est l'importance de la diaspora vénitienne et quel lien entretient-elle avec Venise ? Alors, au Moyen-Âge, effectivement, je l'ai dit, vous avez, je suppose que par diaspora vénitienne, c'est de ça qu'il est question, vous avez donc des habitants de Venise qui partent dans ces îles de la mer Méditerranée qui ont été conquises par Venise, en particulier en Crète. Crète est un des lieux dans lesquels s'installe, puisque Crète c'est une grande île, et pour l'anecdote, vous savez, la capitale de Crète c'est Candie, et Crète devient une île très riche, parce que c'est une île où on produit le sucre. Avant le XIIIe siècle, le sucre est produit dans le monde musulman, mais en Occident, on sucre avec du miel. Il n'y a pas de... Et donc le sucre et le coton sont des industries agricoles qui se développent au Moyen-Âge, justement qui viennent des mondes musulmans. Et Crète est une île dans laquelle on produit beaucoup de sucre, et donc vous comprenez, le sucre candi, ça vient de Candia. Numériquement, c'est pas les habitants qui quittent Venise et qui fondent des familles dans ces îles ne sont pas très nombreux, mais on a quand même plusieurs lignages vénitiens en Crète, dans les îles de la mer Égée, sur la côte d'Almate, qui fondent effectivement, qui s'installent, des hommes qui partent avec leurs femmes, qui font des enfants, qui eux-mêmes se marient sur place. Potentiellement, certains d'entre eux, d'ailleurs, reviennent au XVIe siècle, au moment où l'Empire byzantin est devenu l'Empire ottoman, et où les Ottomans s'étendent en Méditerranée et reprennent un certain nombre de ces îles. Donc un certain nombre de ces îles vont devenir ottomanes au cours du XVIe siècle, et donc potentiellement cette diaspora vénitienne va revenir à Venise, et ça, on a certaines sources et ça crée certaines tensions parfois. Mais les Vénitiens ne sont pas nécessairement des gens qui partent en masse s'installer ailleurs qu'en Méditerranée, à part ces familles. Et c'est surtout en fait des gens qui sont envoyés pour des missions courtes, de la même façon que les patriciens peuvent gouverner les institutions pour 1 an ou 2, ils peuvent être envoyés comme gouverneurs de ces îles pendant 1 an ou 2 ou un peu plus longtemps. Mais donc on a des gouverneurs, et donc c'est plutôt des mouvements de va-et-vient entre Venise et ces colonies, c'est vraiment un empire colonial si vous voulez, qui ont lieu. Merci beaucoup de cette présentation de la société, assez nouvelle, je trouve. Mais qu'en est-il des tensions sociales ? Est-ce que, comme à Florence, y a-t-il eu, durant le Moyen-Âge, effectivement, de très grandes révoltes ? Merci beaucoup. Alors, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée personnellement, puisque donc en 2014, j'ai publié un livre qui s'appelle « La révolte des boules de neige », où j'ai étudié une pseudo-révolte, en fait. Ce n'est pas vraiment une révolte, mais qui a lieu dans la petite île de Murano, au nord de Venise, donc une révolte qui a lieu en 1511. Et à partir de cet ouvrage, de cette enquête que j'ai menée, donc c'est une sorte de charivari durant laquelle les habitants chassent le représentant de Venise à boules de neige. Ils lui envoient des boules de neige, ils le chassent de la ville. Et à partir de cet ouvrage, j'ai mené un chantier avec plusieurs collègues sur cette question des révoltes à Venise, puisque vous connaissez le surnom de Venise, la Sérénissime. Et donc la Sérénissime, c'est aussi un nom qui renvoie justement au fait que c'est une des rares cités médiévales à ne pas avoir connu de grandes révoltes, ni nobiliaires, ni populaires. C'est-à-dire qu'à la différence de, vous l'avez dit, Florence, Rome, où vous avez des mouvements de contestation politique réguliers, et puis pensez aussi au Royaume de France, où à partir de la fin du XIVe siècle, durant tout le XVe siècle, Paris est une ville où il y a eu de nombreuses révoltes populaires, ou justement factions nobiliaires qui se sont battues, des ligues
à Venise, vous n'avez pas ce genre de grands événements politiques qui déstabilisent la République. Donc, ce que les recherches collectives que j'ai pu mener avec mes collègues ont montré, c'est qu'effectivement, ces grands épisodes sont très rares ou n'existent pas en tant que tels. Par contre, on commence à voir que les épisodes de tension politique ont existé, mais qu'ils ont été justement soit en partie effacés dans les archives. C'est-à-dire que j'ai 2 collègues qui travaillent, qui sont en train de publier un article très intéressant où ils ont travaillé sur ces mouvements de révolte, non pas à partir des archives vénitiennes, mais à partir des archives des autres grandes villes européennes, à partir des récits d'ambassadeurs et de voyageurs. En fait, ils montrent que les autres ambassadeurs et voyageurs voient et mentionnent un certain nombre de tensions sociales, économiques, politiques assez vives, et que dans les archives vénitiennes, au même moment, c'est plus difficile à trouver. Donc, il y a sans doute cette espèce de mouvement de la part, justement, de cette république patricienne, d'effacer ou de taire ces mouvements-là, et c'est ce qui m'avait intéressé dans la révolte des boules de neige, c'est justement, en étudiant le procès qui suivait, de savoir si Venise reconnaissait ou pas une dimension politique à cette agression. Et une de mes hypothèses, c'était ça, c'était justement en taisant la dimension politique de la révolte, Venise parvenait finalement à éviter que ce soit une révolte politique. Donc c'est loin d'être une société sans conflit. Il y a beaucoup de conflits, évidemment, de tensions, de voisinage. Il ne faut pas tomber dans le mythe d'une communauté idéale où tout se passerait parfaitement. Mais par contre, c'est vrai que le gouvernement vénitien et patricien parvient à empêcher des mouvements de grande ampleur qui ont eu lieu ailleurs. Et ce qu'on voit, par exemple, les arsénalotiques que je vous ai montrés, ou les rameurs, au moment où Venise fait la guerre contre l'Empire ottoman en 1499 et 1500, été 1499, été 1500, il y a des batailles navales très vives entre la flotte vénitienne et la flotte ottomane en mer Égée. Et les rameurs vénitiens, qui donc, je vous l'ai dit, sont payés, etc., protestent au retour en disant « nous, on a été payés pour ramer, et en fait, on s'est battu, on a fait la guerre. » Et ils demandent des salaires plus élevés. Et là, on a des mentions qu'ils manifestent, c'est-à-dire qu'ils vont devant le palais ducal, ils protestent collectivement. Mais il y a finalement assez peu de traces de ce mouvement, mais vous voyez, il y a un mouvement de tension politique qui potentiellement est assez vif. Il n'y a pas eu d'ouverture politique à ces gens-là? Non. Venise, et c'est la différence avec Florence, c'est-à-dire qu'à Florence, vous avez une représentation des métiers. Il existe des métiers comme dans toutes les villes médiévales, donc ce qu'on appelle en français des confréries de métiers. Et à Florence, effectivement, beaucoup de ces habitants de ces métiers ont été des interlocuteurs politiques et ont obtenu une représentation politique. À Venise, au contraire, les gens du peuple ne sont jamais représentés politiquement. Donc il n'y a jamais eu une représentation politique. Cela dit, justement, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mes recherches, c'est de montrer que même s'ils n'ont pas eu accès aux institutions patriciennes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une forme d'action politique. Et ce que j'essaie d'étudier par ailleurs, c'est justement comment dans les métiers, vous avez des tas de formes d'activités qui sont des activités politiques. Dans les métiers, on vote, on tire au sort, on délibère, on débat, on prend des décisions, on a des habits du métier qui incarnent un espace public. Et donc, j'essaie de repolitiser en fait ces pratiques, de montrer qu'elles sont politiques. Alors évidemment, elles ont potentiellement un effet plus limité. Elles peuvent concerner une corporation ou elles peuvent concerner, je ne sais pas si j'ai dit confrérie tout à l'heure, je voulais dire corporation, pardon, corporation. Parce qu'il y a aussi des confréries qui sont des confréries laïques de dévotion collective, mais évidemment les métiers c'est les corporations, excusez-moi. Donc il y a un exercice politique, mais qui n'est pas celui qu'on retient d'habitude. Et ça, c'est un chantier sur lequel j'essaie de travailler aussi, et pas que moi, on est plusieurs médiévistes, et qui me paraît important justement de considérer que l'action politique n'est pas que l'action de ceux qui ont un pouvoir majeur, mais il y a aussi une action politique des habitants qui, effectivement, ont un pouvoir plus limité, qui est plus localisé, mais qui reste quand même très important. Vous posez une question sur la fin des relations avec Byzance. Parce qu'à un moment, bon, ils étaient, on va dire, il y a des relations. Et puis après, ils rentrent en guerre, quoi. Avec les croisades, ils vont piller Byzance. Donc c'est ce passage-là que... Oui, alors ça a été un passage assez graduel. Jusqu'au XIe siècle, Venise est une dépendance de Byzance, c'est une sorte d'avant-poste, je l'ai dit, une forteresse ou une ville qui accueille en fait des administrateurs byzantins.
le passage a lieu dans les années 1080 par un autre épisode absolument passionnant de l'histoire médiévale de la Méditerranée. C'est que dans les années 1080, je vous rappelle que les Normands, donc les Normands qui sont les habitants du duché de Normandie au nord de la France, enfin, qui ne s'appelle pas France à l'époque, mais qui eux-mêmes sont les descendants des Vikings, qui se sont installés là au IXe siècle. Donc dans les années 1060-1080, les Normands quittent la Normandie, certains, pour aller coloniser le sud de l'Italie et la Sicile. La Sicile devient, qui à cette époque, en partie musulmane, en partie byzantine. Donc dans ce déplacement des Normands qui viennent attaquer en particulier des propriétés, enfin les terres byzantines dans les années 1060-1080, Byzance voit son autorité en Italie diminuer et a besoin des Vénitiens pour se défendre. Les Vénitiens ont déjà une flotte importante, sont déjà assez habiles sur la mer, et donc Byzance accorde à Venise des privilèges commerciaux en échange de leur aide militaire. Et donc c'est déjà une première indépendance pour Venise. Venise parvient à s'autonomiser grâce à ses privilèges commerciaux. En fait, les privilèges commerciaux signifient que Venise, enfin, les marchands vénitiens peuvent pratiquer des affaires sans avoir nécessairement à payer justement des taxes à Byzance. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est fort de justement de ces privilèges qu'entre 1080 et 1150, donc vous voyez 70 ans durant laquelle Venise va progressivement négocier son indépendance et déclarer la commune en 1048-1050. Donc c'est un processus commercial en même temps que politique, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien comment tout ce processus que j'ai décrit dans mon deuxième point, c'est toujours une alliance entre un processus politique, économique, militaire aussi, hein, l'importance aussi de ces flottes qui sont des flottes commerciales mais qui sont des flottes militaires. Et donc c'est comme ça que Venise négocie progressivement son indépendance vis-à-vis de l'Empire byzantin. Alors qu'elle attaquera en 1204, mais en fait c'est aussi des relations de collaboration, c'est-à-dire qu'ensuite il va y avoir beaucoup de marchands vénitiens qui vont pratiquer le commerce avec des marchands byzantins. L'hostilité, elle est limitée, disons, à la 4e croisade. Sinon c'est beaucoup de collaboration marchande, d'échanges. Ça reste un lien très privilégié, et l'Empire byzantin est un des grands espaces politiques et économiques de la Méditerranée médiévale. Donc au contraire pour Venise, cette collaboration avec Byzance permet encore durant le XIIe, XIIIe siècle de développer ses échanges, de développer son économie, de profiter de rapports privilégiés avec les marchands byzantins pour justement bénéficier de tarifs sur les marchandises, de s'installer, d'avoir des comptoirs dans l'Empire byzantin où les marchands vont pouvoir être protégés, où vont pouvoir avoir des bonnes conditions douanières et fiscales qui leur permettent de faire des affaires très prolifiques. Donc l'hostilité, elle reste limitée à certains événements, et c'est aussi beaucoup une collaboration. Merci infiniment, Claire Jude. Merci à vous. C'était passionnant, remarquable. Et donc, merci infiniment d'être venu nous parler aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt. Merci.